Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue au résumé du cours 5 sur l'analyse par volume de contrôle sur les lois de bilan. Donc, c'est la première partie. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle méthode d'analyse. C'est une méthode par volume de contrôle qui consiste à identifier une région d'intérêt macroscopique dans une région d'écoulement et qui va nous permettre de déterminer justement des propriétés de base telles la vitesse, les pressions, les forces qui s'appliquent sur cette région d'intérêt-là. Et pour y arriver, donc, on doit développer des équations de conservation. Et ces équations de conservation-là vont nous permettre justement de déterminer, par exemple, les efforts dans les conduites, les forces qui s'appliquent sur un système de propulsion. Ça peut être les forces de portance traînée qui s'appliquent sur un avion et plusieurs autres applications. Donc, l'idée, c'est à l'intérieur, on ne se pose pas trop de questions sur ce qui se passe à l'intérieur de cette région d'intérêt. Ça peut être le moteur en entier. Donc, il faut se mettre un peu dans un contexte de conception préliminaire dans lequel on veut avoir un peu une idée de, en fonction des flux qui rentrent dans cette région d'intérêt, ou donc ici dans le moteur d'avion, des flux qui rentrent, les flux qui sortent du moteur d'avion, quelle va être la poussée qui va être générée. Donc, c'est quelque chose qu'on peut estimer et en étudiant justement le lien entre les équations de conservation de la masse, conservation de quantité de mouvement, conservation d'énergie, entre autres. Donc, avant d'aller plus en détail, en fait, donc, notion de volume de contrôle, aller un petit peu plus dans la définition même de ce qu'est un volume de contrôle. On va développer une méthodologie qui est le théorème de transport de Reynolds qui va nous permettre euh, de développer les équations de conservation, que ce soit conservation de la masse, conservation de quantité de mouvement linéaire et conservation d'énergie. Euh, Éventuellement, plus loin dans la session, on va parler aussi de bilan de quantité de mouvement angulaire. Ben, pour le cours 5, la première partie du cours sur le volume de contrôle, donc on va s'en tenir sur les 4 premiers points et on discutera des 2 derniers points au cours 6. Donc, pour commencer avec la notion de volume de contrôle et de système fermé, donc il faut faire attention de ne pas confondre un volume de contrôle, un système fermé, un système ouvert. Donc, il y a quand même certains recouplements, certains liens à faire. Donc, un système fermé, c'est un système où que la masse est conservée. Et quand on dit que la masse est conservée, ça ne veut pas tout simplement dire qu'on a toujours la même, toujours par exemple 1 kg qui va rester constant. Ça va au-delà de ça. Ça implique qu'on suit la même masse. Donc, c'est un peu si on était comme assis sur les particules qui définissent le système fermé. Donc, évidemment, ce système fermé-là va se déformer dépendamment comment le fluide va évoluer dans l'écoulement. Donc, c'est plus une approche conceptuelle, c'est une approche avec laquelle on applique les lois de la physique. C'est pas nécessairement une approche qui est favorisée dans l'application parce que on va voir qu'on va avoir certaines difficultés conceptuelles pour juste suivre l'ensemble de masse des particules qui vont constituer notre système fermé. Mais ça reste que c'est un concept important parce que les lois de la physique fondamentale vont s'y appliquer. Euh, donc, on note aussi, comme j'ai dit, que les systèmes fermés peuvent être déformables, peuvent se déformer sous l'effet de l'écoulement local. Alors que les volumes de contrôle, c'est complètement différent. Un volume de contrôle, la plupart du temps, peut être traversé par un fluide. Donc, dans le cas d'un moteur d'avion, on va se retrouver dans la situation où que notre volume de contrôle va représenter l'ensemble du moteur. Donc, il va y avoir une surface par laquelle le fluide va entrer et une surface par laquelle le fluide va sortir. Donc, on appelle ça un système ouvert. Et l'idée, c'est d'utiliser la notion de volume de contrôle pour faciliter l'application numérique. Donc, il faut voir ça comme un volume de contrôle, une façon simple d'appliquer les lois de conservation. Et alors qu'un système fermé, ben, c'est plutôt plus d'un niveau théorique. On va pouvoir développer les notions plus fondamentales associées au volume formé. Et donc, le but du cours, en fait, un des objectifs, c'est de faire le lien justement donc, entre le système fermé et notre volume de contrôle. Donc,
À noter aussi qu'un volume de contrôle va être défini par une surface de contrôle. Donc, la surface de contrôle, c'est l'enveloppe qui définit le volume de contrôle. Donc, une surface, c'est une surface qui est fermée. Donc, ça, c'est important parce que si du fluide se retrouve à l'intérieur du volume de contrôle, c'est forcément parce qu'il a traversé une surface de contrôle. Donc, on note ici que les surfaces de contrôle peuvent représenter des surfaces solides, imperméables, comme peuvent représenter aussi des surfaces dans lesquelles le fluide va traverser. Euh, et aussi, une surface de contrôle peut être en déplacement. Donc, ici, si on a un système cylindre-piston, donc à ce moment-là, on peut avoir la surface qui va toujours adhérer à une surface solide, mais cette surface solide-là peut être en déplacement. Euh, la surface aussi qui est traversée par le fluide peut elle aussi se déplacer et on verra comment gérer les cas particuliers où on a un volume de contrôle qui est en mouvement. Donc, justement, un volume de contrôle qui est en mouvement, ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse relative du fluide par rapport au volume de contrôle. Donc, si le volume de contrôle est fixe, donc ben, la vitesse absolue représente la vitesse du fluide par rapport au volume de contrôle. Mais si on a un volume de contrôle qui est en déplacement, ou même si seulement une de ces surfaces est en déplacement, c'est important de toujours prendre la vitesse relative du fluide par rapport à la surface de contrôle. Et donc, en fait, le cas A où on a un volume de contrôle qui est fixe, c'est juste un cas particulier où la vitesse du volume de contrôle est nulle, comme expliqué dans le cas B et C. Donc, pour y arriver, l'idée, c'est de trouver un lien entre le système fermé et le volume de contrôle. Donc, pour y arriver, donc, on va développer le théorème de transport de Reynolds. Et encore une fois, c'est important d'insister sur la motivation. Donc, les lois de la physique s'appliquent sur le système fermé. Donc, un système fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on a une bonbonne d'aérosol et qu'on appuie sur la détente, donc, on va avoir évidemment un gaz qui va être éjecté. Et un système fermé, c'est un système qui inclut toujours la même masse, hein. Il n'y a aucune variation de masse à l'intérieur d'un système fermé. Ça veut dire que, à faire mesure que le gaz se propage dans l'air, il faut que le système fermé se déforme de façon à toujours inclure les mêmes particules qui étaient initialement dans la bonbonne. Donc, on voit déjà que d'un point de vue application, c'est pratiquement impossible à utiliser comme concept. Par contre, c'est dans un système fermé qu'on va appliquer les lois de conservation de la masse. Donc, c'est pour ça que la masse va toujours être constante parce que la masse se conserve. Donc, à l'intérieur d'un système fermé, la masse est toujours la même. Euh, alors que si on veut d'un point de vue plus application, si on veut étudier les flux entrants et sortant de notre bonbonne d'aérosol, donc on va utiliser un volume de contrôle et le volume de contrôle ici, dans le cas bien précis, il va être fixe et il va avoir une surface qui va être traversée par le gaz qui est initialement à l'intérieur de la bonbonne d'aérosol. Et ce transfert-là, de l'intérieur vers l'extérieur du volume de contrôle, va se faire par l'orifice, la détente en tant que telle. Et donc, on peut s'imaginer avoir des capteurs ou des mesures expérimentales qui vont nous permettre de déterminer la vitesse d'éjection du fluide du volume de contrôle et des mesures de pression aussi. Et, et donc, on peut déjà s'imaginer que d'un point de vue application, le volume de contrôle a une approche qui est quand même beaucoup plus réaliste et qu'un ingénieur peut appliquer beaucoup plus facilement qu'un système fermé. Donc, non, il ne faut pas oublier que l'important, c'est de faire le lien. Les lois de conservation s'appliquent au système fermé et l'application, l'observation expérimentale se fait au niveau du volume de contrôle. Donc, ici, on a évidemment fait le détail mathématique en classe avec un peu plus d'étapes intermédiaires. Donc, ici, ce qui est important de retenir, c'est que on s'intéresse à comprendre comment un système fermé évolue par rapport au volume de contrôle. Donc, on s'intéresse au temps T plus delta T. Donc, au temps T, le système fermé et le volume de contrôle sont superposés. Et lorsqu'on rajoute un delta T, à ce moment-là, on a des flux qui ont sorti du volume de contrôle et on a des flux qui sont rentrés dans le volume de contrôle. Et donc, si on veut suivre exactement ce qui était initialement dans le système, donc il faut venir corriger pour les flux sortants qui sont positifs et les flux entrants qui sont négatifs. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir cette variation-là à travers le temps. Donc, on fait
le temps t plus delta t moins le temps t, le tout divisé par delta t. Et ça nous amène à une équation très générique qui nous indique que la variation de ce qu'on observe dans le système est égale à la variation de ce qu'on retrouve à l'intérieur du volume de contrôle plus une fluctuation nette qui consiste à faire la soustraction entre les flux sortants et les flux entrants. Donc, à noter ici qu'on a une approche très générique. On a parlé de conservation de la masse, conservation de quantité de mouvement, conservation d'énergie. Mais dans le détail mathématique, on parle d'une quantité extensive B avec un B majuscule et on va utiliser l'équivalent intensif B minuscule lorsqu'on va dériver les équations dans les étapes suivantes. Donc, aux fins de discussion, pour rendre ça un peu plus concret, on peut s'imaginer que B ici, c'est de la masse M. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu plus visuel pour mettre en évidence, par exemple, conservation de la masse pour se familiariser avec ces concepts-là ici. Mais il ne faut pas perdre de vue que la force du théorème de transport de Reynolds, c'est le fait qu'on a une approche générique qui s'applique tant à la conservation de la masse, conservation de quantité de mouvement, conservation d'énergie. Donc, pour ce qui est des flux, donc, ça va nous amener à parler beaucoup de débit. Donc, on a des débits volumiques. Donc, vitesse fois la section transversale va nous donner un débit volumique Q. Dans le cas d'un écoulement qui est compressible, donc à ce moment-là, on va vouloir s'intéresser plutôt au débit massique. Donc, on multiplie par ρ, donc ça va nous amener à des kilogrammes par seconde. Et encore une fois, gardons de vue que nous voulons toujours une approche qui est plus générique, donc en fonction de la propriété extensive B, donc qui peut être exprimée en fonction d'une propriété intensive B minuscule qui multiplie le débit massique. Donc, la raison pour laquelle c'est important de garder ça en tête, c'est parce que les flux qui vont traverser les surfaces vont devoir être exprimés en fonction justement de ces propriétés intensives-là. Donc, pour comprendre un peu comment on vient modéliser les flux sortants ou les flux entrants, donc on va utiliser le produit scalaire du vecteur vitesse avec le vecteur normal. Donc, il faut comprendre ici qu'en pointillé, on a notre surface de contrôle. La surface de contrôle est une surface qui est fermée. Donc, par convention mathématique, le vecteur normal n pointe toujours vers l'extérieur de la surface de contrôle. Et à ce moment-là, si on veut connaître les flux qui traversent cette surface, donc il va falloir prendre le produit scalaire de V avec n. Et un produit scalaire, c'est une projection. Donc ici, on peut l'interpréter comme étant la projection de V sur n. Et c'est important de prendre la projection parce que ce qui nous intéresse, c'est justement le flux qui traverse la surface de contrôle. Et donc, c'est seulement la composante qui est parallèle au vecteur normal qui contribue à faire entrer ou sortir de la masse. Alors que la composante qui est perpendiculaire, elle ne contribue pas à faire entrer ou sortir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On peut pas prendre juste la norme du vecteur V. Il faut vraiment prendre la composante du vecteur vitesse qui est parallèle au vecteur n, ou si on veut, perpendiculaire à la surface. Donc voilà, donc ça nous amène à une équation plus détaillée pour le calcul d'un débit massique. Et notez aussi que les flux sortants vont être positifs parce que le produit scalaire va avoir un angle entre 0 et 90 degrés, alors que les flux entrant dans le volume de contrôle vont être négatifs. Et donc, on avait déjà vu ce signe positif pour les flux sortants et négatif pour les flux entrants lorsqu'on avait développé notre équation de conservation là, il y a quelques instants. Donc, on peut revenir ici. Donc, on avait déjà vu que les flux sortants étaient positifs et les flux entrants étaient négatifs, mais maintenant, on est capable de faire le lien mathématiquement avec le produit scalaire. Donc ici, si on généralise, donc on a mis ensemble les flux sortants, les flux entrants, on a appelé ça Bnet, et maintenant on sait que Bnet inclut via le produit scalaire déjà l'ensemble des flux sortants et entrants, étant donné que le produit scalaire va corriger le flux local, donc il peut être positif, tant positif que négatif.
dépendamment de l'angle entre V et le vecteur normal N. Ça nous amène ici à cette équation-là. Donc, pour ce qui est des flux, mais aussi à l'intégrale de volume pour la variation à l'intérieur du volume de contrôle. Donc, ça ici, on veut savoir la variation dans le temps de la quantité qui est inclue dans le volume de contrôle. Donc, il s'agit de faire l'intégrale de volume en se basant sur la propriété, encore une fois, intensive qu'on veut étudier. Et tout simplement par substitution, maintenant, on peut retrouver cette équation-là ici, cette sous forme intégrale. Toujours la même équation de conservation, donc qui nous dit que la variation de B dans le temps du système va être égale aux variations dans le temps à l'intérieur de notre volume de contrôle plus les flux nets, donc les flux sortants, entrants de notre surface de contrôle qui définit notre volume de contrôle. Donc ça, c'est important de préciser qu'on a un lien ici bien détaillé entre le système et le volume de contrôle et c'est justement ça l'objectif du théorème de transport de Reynolds, c'est justement de faire le lien entre comment on peut traduire une fluctuation dans le système par une fluctuation dans le volume de contrôle. Donc là, on voit un peu mieux l'application et la force du théorème de transport de Reynolds. Donc, c'est sûr que dans l'équation qu'on a développée précédemment, c'est on peut l'appliquer évidemment dans la pratique, mais quand on veut faire des calculs plus simples, on est souvent amené à faire des simplifications fréquentes. Donc, souvent, on va travailler en régime permanent, donc ce qui nous permet de simplifier les fluctuations à l'intérieur du volume de contrôle. Et si on fait l'hypothèse qu'on a des distributions de vitesse qui sont uniformes pour une section transversale de notre volume de contrôle, donc ça nous permet de simplifier l'intégrale de surface et ben, ça nous amène à une loi de bilan sur les flux sortants et les flux entrants. Donc, on revient ici avec une discrétisation entre les flux sortants qui sont positifs et les flux entrants qui sont négatifs. Donc, encore ici, on fait une note à savoir si on a des parois mobiles de notre volume de contrôle. Donc, tout ce qu'il faut changer, c'est au lieu de parler de la vitesse absolue du fluide, il faut parler de la vitesse relative du fluide par rapport à la surface de contrôle en question. Donc maintenant, comment on fait pour appliquer ces notions-là? Donc, on applique dans un premier temps la conservation de la masse. Donc, on sait que par définition d'un système, la variation de la masse dans le temps est nulle. Et donc, comment on peut tirer profit du théorème de transport de Reynolds pour exprimer cette loi de conservation-là de la perspective d'un volume de contrôle? Donc, on prend dans un premier temps l'équation du théorème de transport de Reynolds et on vient substituer notre B majuscule par M et B minuscule par 1 parce que c'est de la masse par unité de masse, en fait, hein, une propriété intensive. Donc, ça donne B qui est égal à l'unité. Et on retrouve l'équation où la variation de la masse dans le système va être égale à la variation de la masse dans le volume de contrôle, qui est le premier terme qu'on voit ici en bleu, plus la variation ou les flux nets de masse à travers les surfaces de contrôle. Donc, le premier terme en rouge, par définition, est égal à 0 et donc ça nous amène à une équation de conservation de la masse où que l'accumulation de masse à l'intérieur de notre volume de contrôle doit être compensée par des flux entrants ou sortants de masse à travers la surface de contrôle. Et quand je dis compenser, c'est parce que la somme de ces deux termes-là doit être égale à 0. Donc, si un terme est positif, l'autre terme doit être négatif et vice-versa. Voilà. Donc, les implications fréquentes, donc très similaires à ce qu'on a fait avec le terme de transport de Reynolds. Donc, on imagine où en fait, on va utiliser principalement des cas en régime permanent et avec des distributions de vitesse uniformes à l'entrée et à la sortie. Et en plus du fait qu'on va être incompressible, donc ça revient principalement à une conservation des débits volumiques. Donc, si on a un volume de contrôle avec plusieurs entrées et plusieurs sorties, donc la somme des débits sortants moins la somme des débits entrants doit être égale à 0 par principe de conservation. Donc, on avait fait cet exemple-là ici pour mettre en évidence la conservation et on avait déterminé la différence de pression entre les stations 1 et 2 en utilisant l'équation de Bernoulli qu'on avait vue au cours précédent. Parfait. Et deuxième équation ou deuxième concept qu'on a vu, c'était le bilan de quantité et de mouvement.
Donc, ici, une application peut-être un peu plus visuelle, on avait déjà discuté, c'est le système de propulsion d'un avion. Donc, en faisant un bilan des quantités de mouvement qui entrent dans le volume de contrôle et de ce qui sort du volume de contrôle et en étudiant les forces appliquées sur l'extérieur de notre volume de contrôle. Donc, on peut trouver un équilibre et cet équilibre-là va être décrit par la conservation de la quantité de mouvement. Donc, ici, en mécanique des fluides, on n'utilise pas vraiment la somme des forces est égale à MA, on utilise un peu une variation, c'est-à-dire la somme des forces qui est appliquée sur notre système va être égale à la variation de quantité de mouvement dans le temps. Donc, c'est important de noter qu'on est dans un référentiel galiléen, donc il n'y a pas de force, on n'est pas dans un référentiel en accélération. Donc, si c'est tel et tel cas, ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter des forces fictives dans notre modélisation ici. Donc, pour des raisons de simplicité, on se contente d'être dans un référentiel galiléen. Donc, on n'est pas dans un référentiel qui va être accéléré, qui va entraîner un ajout de forces fictives. Donc, on note que sur un volume de contrôle, on peut y appliquer des forces. Donc, erreur fréquente, c'est d'oublier les forces de pression, donc les forces de pression atmosphérique ou les forces de pression interne, pression manométrique, et les forces qui peuvent être entraînées soit par une fixation, donc le volume de contrôle peut représenter par exemple un coude qui va être fixé à une paroi solide. Donc, il faut représenter les forces entre le volume de contrôle et le système de fixation de notre volume de contrôle qui peut être un coude, un conduite ou un moteur d'avion, peu importe. Donc, ça fait partie des forces qu'il faut inclure dans notre modélisation et en plus d'inclure les forces du fluide lui-même à l'intérieur du volume de contrôle. Donc, il y a plusieurs types de forces qui peuvent s'appliquer, donc des forces volumiques, des forces de surface. En général, les forces qu'on va vouloir utiliser, c'est principalement les forces de pression et les forces nettes, donc des forces dues à la fixation de notre volume de contrôle dans son environnement. Donc, c'est sûr qu'on pourrait inclure la viscosité, on pourrait inclure la gravité, mais sauf avis contraire, on va souvent négliger la gravité et la viscosité par rapport aux forces de pression et aux forces nettes appliquées sur le volume de contrôle. Donc, comment développer cette équation-là? Donc, encore une fois, on reprend le terme de transport de Reynolds, on fait un copier-coller et on vient substituer B avec la quantité de mouvement. Donc, notez ici que B peut être aussi un vecteur. Et à ce moment-là, B minuscule, la propriété intensive, devient simplement le vecteur vitesse. Donc, c'est souvent, c'est fréquent en mécanique des fluides de dire que la vitesse, c'est de la quantité de mouvement. Bien qu'on devrait dire de la quantité de mouvement par unité de masse, des fois par abus de langage, on va tout simplement dire que la vitesse est de la quantité de mouvement en mécanique des fluides. Donc, il faut comprendre un peu d'où vient ce principe-là. Et ce qui nous amène à modifier l'équation comme suit. Donc, la somme, ou plutôt la variation dans le temps de la quantité de mouvement sur le système peut être exprimée comme étant une variation de quantité de mouvement à l'intérieur de notre volume de contrôle plus un bilan net de quantité de mouvement à travers les surfaces de contrôle. Donc, l'idée ici, c'est de trouver une façon d'appliquer les forces sur notre volume de contrôle. Donc, on va substituer notre terme de variation de quantité de mouvement dans le temps par le terme de sommation des forces sur notre système. Et dans le moment précis où que notre volume de contrôle est superposé avec notre système, nous allons être en mesure de permettre de remplacer nos forces de système par les forces du volume de contrôle. En fait, les deux sont égaux. Et ça nous permet de réécrire l'équation comme étant exprimée en fonction des forces appliquées sur notre volume de contrôle. Donc, c'est important d'avoir une bonne idée de ce que représente chacun des termes. C'est écrit ici, un détail ici. Donc, c'est important d'être familier avec l'interprétation de chacun des termes. Donc, encore une fois, les cas particuliers utiles, donc suite aux simplifications de régime permanent, donc la variation dans le temps va être négligeable dans la plupart des applications pratiques. Et aussi, encore une fois, une distribution de vitesse uniforme et écoulement incompressible. Donc, ça va nous amener ici
au point 3 avec une sommation des forces dans le volume de contrôle qui va être égale au débit massique multiplié par la variation du vecteur vitesse entre la sortie et l'entrée. Donc, on a fait cette application-là, cette application numérique. Donc, rappelez-vous que l'équation de conservation de quantité de mouvement est une équation qui est vectorielle. Donc, c'est la raison pour laquelle, que malgré le fait que le fluide entre avec une vitesse de 5 mètres par seconde et sort avec une vitesse de 5 mètres par seconde et qu'on néglige la gravité, que les forces de pression ici, bon, on rentre à pression atmosphérique, on sort à pression atmosphérique, donc la pression atmosphérique a un rôle net nul. Donc, il y a quand même une variation de quantité de mouvement parce que l'orientation change. Donc, on rentre avec une composante purement horizontale de vitesse et on sort avec une composante purement verticale de vitesse vers le bas. Et donc ça représente une variation de quantité de mouvement en X et en Y. Donc évidemment, on a fait le détail en classe, donc référez-vous à la démarche pour mettre en évidence cette variation de quantité de mouvement qui va entraîner forcément des efforts appliqués sur le volume de contrôle pour maintenir ce volume de contrôle-là statique. Donc, on a un extrait ici de la démarche à appliquer. Donc, je vous laisse relire cette méthodologie-là ici. Je crois que c'est relativement clair. Donc, les erreurs fréquentes, c'est souvent on néglige les effets des forces de pression. Donc, à ne pas confondre. Donc, oui, on peut simplifier les pressions. Donc, si on peut travailler en pression relative, ça va nous simplifier beaucoup la vie, comme on voit ici. Mais il ne faut pas oublier de mettre la pression relative ou la pression manométrique. Donc, on peut s'imaginer une conduite qui va venir éjecter un fluide à pression atmosphérique. Donc, on va probablement nous donner la pression manométrique et on peut négliger les effets de la pression atmosphérique, mais il faut faire attention de toujours garder en tête que la pression manométrique, donc ici sur le côté gauche de notre volume de contrôle, doit être considérée comme étant une force qui s'applique sur notre volume de contrôle. Ici, le poids, ben, dépendamment de la question, comment elle est formulée, on peut négliger ou considérer. Ça dépend de la mise en situation. Parfait. Et ici, on avait fait cet autre exemple-là ensemble. Donc, on a un flux entrant, deux flux sortants. Ici, on a un turbojet. Donc, on a une surface circulaire à l'entrée. On a une surface annulaire par laquelle les fluides froids, les gaz froids vont sortir. On a les gaz chauds qui vont sortir via une surface circulaire beaucoup plus petite. Et lorsqu'on fait notre bilan de quantité de mouvement, donc vous l'avez l'exemple résolu ici, donc évidemment, on a supposé un régime permanent, donc on a simplifié la variation dans le temps de la quantité de mouvement à l'intérieur du volume de contrôle. Et ça nous amène à un terme de force qui est essentiellement une variation de quantité de mouvement entre les flux entrants et sortants de notre moteur d'avion. Ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'on a fait l'hypothèse d'avoir des flux avec une vitesse uniforme dans la section transversale d'une conduite, par exemple, pour garder ça simple. Mais c'est vrai, peu importe la géométrie, du moment qu'on fait une hypothèse où que la vitesse elle est uniforme, il faut venir corriger l'équation de quantité de mouvement. Et donc, ça, c'est important aussi de bien comprendre d'où vient cette correction-là. Donc, si on a une vitesse uniforme ou une vitesse moyenne, c'est parce qu'on a pris le profil de vitesse réelle et on a trouvé quelle doit être la vitesse moyenne pour avoir une conservation de la masse. Mais ce n'est pas parce qu'on a une conservation de la masse qu'on a forcément une conservation de la quantité de mouvement. Donc, comme on a détaillé en classe, on a mis en évidence comme quoi que la conservation de la masse, c'est proportionnel à la vitesse, alors que la quantité de mouvement, c'est proportionnel à la vitesse au carré. Donc, dans le terme de débit massique, on a une vitesse qui se cache à l'intérieur de ce terme-là, plus la vitesse qui est explicitement illustrée ici. Donc, ça finit qu'on a une dépendance au carré à la vitesse. Et en gros, la somme des carrés n'est pas égale au carré de la somme, ce qui fait que lorsqu'on utilise une vitesse moyenne dans nos calculs, on introduit une erreur
par rapport au profil réel de vitesse qu'on devrait avoir si on faisait notre observation expérimentale. Et pour corriger cette erreur-là, il faut introduire le facteur de correction bêta. Et ce facteur de correction bêta est sensible au profil de vitesse. Donc, on avait déjà discuté en classe, on avait parlé très sommairement d'un écoulement laminaire et turbulent. On va avoir l'occasion d'y aller beaucoup plus en détail dans la deuxième partie de la session. Mais essentiellement, un profil laminaire, c'est un profil dans une conduite circulaire, c'est un profil qui va être parabolique, donc très différent d'un profil uniforme, profil moyen de vitesse, alors qu'un profil turbulent, c'est un profil de vitesse qui est relativement plat naturellement et donc qui est quand même plus proche de notre modèle simplifié d'une vitesse moyenne. Donc, c'est pour ça que la correction elle est aussi plus proche de l'unité que dans le cas de profil de vitesse laminaire. Voilà, donc c'est ce qui complète le résumé du cours 5. Et la semaine prochaine, on verra justement l'application au bilan d'énergie et une discussion sur les équations de Navier-Stokes. Donc voilà, donc on se reparle bientôt.